poser la question, est-ce qu'Israël doit aider d'une aide humanitaire les habitants de Gaza? Bien sûr, parce que notre comportement moral et nos valeurs à nous sont totalement indépendantes de ce que font les autres. Le monde n'est pas dans la moralité, le monde se bat contre la morale généralement, et nous, notre rôle, c'est d'amener cette morale et de dire, c'est pas parce que l'autre c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un salopard, que nous, on va être pour autant dans cette même position. Au contraire, nous, nos valeurs sont indépendantes, et donc si on considère que on ne peut pas utiliser une personne comme un objet, mais uniquement comme une finalité, et donc on doit absolument donner à manger à ces personnes de Gaza. Nous pouvons être en ligne avec notre ami le Rav Michael Ben-Admon. Michael, bonjour, Boker Tov. Shalom Daniel, Chodesh Tov. Chodesh Tov, effectivement, nous sommes le premier Iyar, début du mois de Iyar, début du mois, on peut dire du mois du patriotisme ou de l'identité israélienne retrouvée. Nous vous avons sollicité, d'abord en rappelant à nos auditeurs que vous êtes aujourd'hui le grand rabbin de Genève, vous êtes de passage en Israël et on a voulu vous profiter de ce passage pour avoir votre appréciation justement sur la manière dont on doit se préparer à ces grandes journées solennelles. On parle souvent des journées solennelles de Kippour et de Rosh Hashanah et de Kippour. Là, ce sont les journées solennelles de l'histoire du sionisme et de l'histoire de l'État d'Israël avec le Yom HaZikaron et le lendemain le Yom HaAtzmaut. Et on doit avouer que cette année, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on doit marquer ces deux journées. Quel est votre avis sur cette question ? C'est vrai que, de façon générale, ces jours sont fêtés comme des jours nationaux, de fêtes nationales, et comme des jours de fêtes religieuses, puisque, pour ma part, je considère que ce sont évidemment des jours avec une teneur religieuse très importante, et on doit les signifier également dans nos prières, dans nos espoirs. Et je me suis posé la question ces derniers jours, parce que en venant en Israël voir la famille, les enfants, j'entends à droite à gauche différents discours et je me rends compte de choses intéressantes en fait. C'est que si en dehors d'Israël, en tout cas en Suisse, c'est pas du tout quelque chose qui est accepté que Yom HaAtzmaut est une journée également religieuse, elle est surtout perçue comme étant une journée nationale, comme une fête, la fête de l'État d'Israël, mais pas vraiment avec une teneur religieuse. Ici en Israël, c'est assez répandu, certains acceptent, d'autres refusent. Mais je me rends compte en fait que cette année, le débat est de savoir est-ce qu'il faut lier, un peu comme Yom HaZikaron, un peu comme Yom HaShoah, est-ce qu'il faut lier Yom HaZikaron et Yom HaShoah et Yom HaAtzmaut aux événements du 7 octobre. Et j'entends ici et là différentes voix. Et c'est très intéressant. J'entends par exemple une voix qui dit surtout pas lier les deux événements. Alors en Israël, ça se fait naturellement, comme s'il y a un lien intrinsèque entre les deux. Yom HaShoah, le 7 octobre, suite de Yom HaShoah, ou réapparition de l'horreur de la Shoah dans le 7 octobre. Donc d'un côté, j'entends des voix qui veulent lier ces deux choses-là, et pour Yom HaAtzmaut, ce sera, heureusement qu'on a l'État d'Israël, parce que sinon on aurait été en même situation que pendant la Shoah, et le 7 octobre aurait été la continuité de la Shoah, on ne serait pas là pour le fêter aujourd'hui sur Yom HaAtzmaut. Et d'autre part, j'entends d'autres voix qui disent, surtout pas lier, ne pas lier du tout, on est dans deux constellations différentes. On a un monde qui est le monde de l'indépendance, le monde du peuple juif qui s'est rétabli après la Shoah, et avec une chute malheureusement très forte, mais une chute, et ça ne doit pas nous rappeler, à nous, peuple israélien, peuple juif en Israël, que l'histoire a continué, et qu'on a quand même construit quelque chose d'incroyable, et qu'on n'est plus dans cette possibilité de Shoah. Et j'entends ces deux voix, en fait, et je dois dire que les deux me parlent. D'un côté, déconnecter les deux, d'un autre côté, lier les deux. C'est toujours quelque chose de très difficile parce qu'il y a de la vérité dans chacun des camps. Et j'aimerais même vous dire que j'ai écouté hier un cours d'un professeur que j'apprécie beaucoup, qui m'a accompagné pendant des dizaines d'années, qui m'a même, c'est lui qui m'a donné mon doctorat à Bar-Ilan, le professeur Abi Sagui. Et je l'entendais sur un poste poser la question, est-ce qu'Israël doit aider d'une aide humanitaire les habitants de Gaza? Et lui disait, en termes de morale et de judaïsme, j'aime bien son argumentation, et puis après on en réfléchira ensemble, et lui disait, mais bien sûr, parce que notre comportement moral et nos valeurs à nous sont totalement indépendantes de ce que font les autres. Le monde n'est pas dans la moralité, le monde se bat contre la morale généralement, et nous, notre rôle, c'est d'amener cette morale, c'est justement d'amener cette morale et de dire, c'est pas parce que l'autre c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un salopard, que nous on va être pour autant dans cette même position. Au contraire, nos valeurs sont indépendantes,
Et donc, si on considère que on ne peut pas utiliser une personne comme un objet, mais uniquement comme une finalité, et donc on doit absolument donner à manger à ces personnes de Gaza. J'ai écouté ça. Mm-hmm. Oui. Non, c'est intéressant ce que vous dites parce que justement, c'est-à-dire au niveau des valeurs, c'est-à-dire on parlait tout à l'heure avec David Ben Ishai, qui est un manifestant régulier contre le gouvernement, mais et qui soutient, on va dire, les négociations en vue de la libération des otages, et qui disait il faut libérer les otages en priorité. Qu'importe, et après, on pourra rompre même les accords qui ont été signés parce qu'on leur rentrera dedans. Une fois qu'on aura récupéré les otages, on n'a pas on n'a rien à devoir au Hamas. Même si on a signé un accord, eh bien, on leur rentrera dedans. La question, c'est justement de dire comment faire acte de moralité, d'humanité face à des gens qui visiblement sont tout sauf humains. C'est ça la question qui avait été posée depuis bien longtemps, en fait. C'est la question de la moralité dans la guerre. Et c'était de savoir, est-ce qu'on parle de la morale de guerre ou la morale dans la guerre? Et c'est à la fois dans le monde de la philosophie, mais également dans le monde de la halakha, c'est deux choses totalement différentes. Alors on a, même en Israël, aujourd'hui, différents avis. On a des avis de rabbins qui considèrent que la morale de guerre, eh bien, c'est de mettre entre parenthèses la morale pour gagner la guerre, et d'autres qui disent, ben non, s'il y a de la morale, c'est justement dans les façons de faire la guerre. Et cette question de savoir comment est-ce qu'on va se comporter envers les Toshvé Gaza, les habitants de Gaza, ça fait partie également de cette question-là. Et moi, je me dis, on doit se comporter d'une façon générale dans nos guerres, d'une façon qui exprime la ribonout, c'est-à-dire qui exprime la souveraineté israélienne aujourd'hui. Je pense que le peuple d'Israël, après l'établissement de l'État d'Israël, est rentré dans une nouvelle ère de son histoire. Et c'est important de savoir agir avec ribonout. Agir avec ribonout, c'est-à-dire savoir en fait que nous sommes responsables de ce qu'on fait, qu'on n'est plus en train de devoir être dans la vengeance, ni être dans l'excuse par rapport au monde, bien que c'est très compliqué évidemment, mais on doit agir en fonction de ce qui nous paraît être juste et vrai. Et c'est jamais bon pour aucun des deux camps. À la fois le camp de ceux qui disent il faut, comme vous avez dit, rentrer dedans, dans Gaza, ou alors pour ceux qui disent attention, restons quand même avec des normes élémentaires de morale. Et je crois qu'en fait, savoir agir avec ribonout, c'est justement, ça va prendre la conscience des choses. Pas uniquement par rapport au monde. Et c'est pas uniquement par rapport à ce que les gens diront, à ce que le monde dira. Par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire agir en tant que souverain? Ça veut dire certaines fois être dans la retenue et d'autres fois être dans l'explosion. Mais je dirais que c'est ça pour moi qui aujourd'hui pose question. Je peux pas ne pas faire un lien avec la paracha. Et quand on va dire parachat Kedoshim, on nous demande d'être Kedoshim, d'être, le mot saint mal traduit, mais on nous demande d'être Kedoshim. En vérité, je me dis, cette demande de Kedoshim, c'est une demande qui est interprétée de deux façons. À la fois, soyez dans ce monde-là, Kedoshim, pas en dehors de ce monde, pas dans vos yeshivot, en dehors de tout le monde. Non, soyez dans ce monde Kedoshim, parce que c'est ça l'ambiguïté, c'est ça la difficulté d'être Kadosh dans une tour d'ivoire. Ça, c'est un très beau projet, mais ça n'a jamais été le projet du judaïsme. Soyez Kedoshim dans ce monde-là. Et la Kedusha, certaines fois, c'est pas nous qui la choisissons, elle nous est imposée. Ou alors, justement, soyez Kedoshim dans ce que vous pouvez faire. Mais l'art de la guerre, on en parle aussi dans la Torah. On n'est pas tombé sur la parashat de Kitetsé, mais dans la parashat de Kitetsé, on comprend que l'esprit, que la mentalité d'un combattant, d'un soldat à la guerre, elle n'est pas la même que celle d'un homme qui est dans une tour d'ivoire, et que finalement il y a des pulsions, des instincts qui sont explicables dans ce genre de situation, et qu'on n'a pas la même morale lorsque l'on combat que lorsqu'on est dans une tour d'ivoire, justement. Oui, c'est encore une fois un grand débat, cette histoire-là. Je ne vais pas rentrer dedans maintenant, mais puisque vous parlez de Kitetsé, le grand enjeu de la parashat Kitetsé, qui commence avec l'explication, avec la guerre, et qui finit avec la guerre contre Amalek. Vous verrez que dans la parashat Kitetsé, le centre de la parashat, ce qui se passe au sein de la société, parce qu'une société en guerre est une société fragilisée. On a peur que les normes qui sont celles du combat et du champ de guerre, en fait, puissent s'introduire au sein même de la société. Et à ce moment-là, on aurait un petit problème avec la famille, qu'on voit des jolies femmes captives, on aurait un problème avec la vengeance, on aurait un problème avec l'égalité, avec l'altérité. Et en réalité, la véritable question d'une société en guerre, c'est la question de l'intérieur. C'est-à-dire, on a une guerre en interne qui est pas moins grande qu'une guerre en externe. On a peur que les normes qui ravagent
le champ de bataille puisse s'introduire au sein de la société. C'est ça en vérité notre enjeu. Ça, je veux pas parler justement comme, excusez-moi de le dire, avec un petit peu de condescendance, comme un rabbin de Chutz La'aretz qui comprend pas les enjeux israéliens. Parce que je viens d'ici, je suis d'ici, et je comprends bien en fait que de parler de normes qu'on doit retenir au sein de notre société, eh bien c'est pas rien. On doit faire attention à notre discours. Par exemple, moi je pense qu'on doit pas dire, excuse Daniel, on doit pas dire il faut leur rentrer dedans. Non, on doit conserver toujours notre discours et nos valeurs, qu'on parle de personnes qui ne sont pas nos amis, des combattants du Hamas, ce sont nos ennemis, il faut les éliminer. Les personnes qui sont là-bas, qui ne sont pas nos ennemis, qui ne nous aiment pas, même s'ils ont voté pour le Hamas, jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un qui n'a pas fait de mal, c'est quelqu'un un enfant n'a pas fait de mal. On ne peut pas imaginer faire mais de mal. Même si vous entendez des soldats israéliens, et ils étaient nombreux, et y compris des soldats religieux qui disent que dans chaque maison où ils sont rentrés, bien il y avait des slogans. Mais, encore une fois, nos ennemis sont nos ennemis. On doit. Je vous ai quitté là, Daniel. Je vois que. Non, on vous voit. Très bien. Nos ennemis sont nos ennemis. On n'a pas de pitié à avoir envers nos ennemis. On n'a aucune compassion à avoir pour eux. On a uniquement, mais là c'est quelque chose qui relève de notre cœur, pas qui relève de notre action. Les soldats sur le terrain sont dans des situations incroyablement compliquées et n'ont pas le temps de réfléchir et d'agir d'une action qui soit réfléchie. Certaines fois ils agissent parce ils sont aussi en danger de mort. Mais je dis que quand nous ici on réfléchit à ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, eh bien on doit toujours faire le décalage et se dire attention, nous on restera avec notre langage qui est le langage de la souveraineté où on est responsable et c'est un langage qui reste celui de la morale évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on tombe dans la morale qui est appelée des fois la morale chrétienne, pas du tout, mais on est conscient qu'on n'agit plus en tant que minorité ou en tant que minorité persécutée. On agit en tant que peuple d'Israël, avec la tête haute et conscient des enjeux des enjeux militaires, spirituels et politiques. Alors une dernière question, Michael, qui se rapporte à votre fonction de grand rabbin de Genève aujourd'hui. Finalement, le fait que vous soyez un Israélien qui est à Genève aujourd'hui et que vous suivez de près, bien entendu, tout ce qui se passe dans la réalité israélienne, les débats autour de la société israélienne telle qu'elle est en train de se muter, de se modifier, est-ce que vous avez le sentiment que grâce à vous, eh bien, on va dire une communauté comme celle de Genève, qui est une communauté extrêmement respectable, bien entendu, eh bien, comprend peut-être mieux la réalité israélienne et peut peut-être mieux s'identifier à ce qui se passe ici en Israël ? De façon générale, aujourd'hui, vous savez, avec les médias et l'information qui est totalement ouverte et transparente, généralement, on sait ce qui se passe uniquement, ce n'est peut-être pas le terrain, mais moi, je me rends compte que c'est intéressant. Au niveau des débats d'idées, plutôt. Voilà. Ce que je dirais très intéressant, c'est que moi, en Israël depuis plus de 30 ans. Et donc, ma vie est ici, mon cœur est ici, ma famille est ici, tout est là. Mais en repartant en diaspora après plus de 30 ans, je réécoute des discours que je n'avais pas entendus ou que j'écoutais comme ça d'une oreille. Et j'écoute des discours à la fois du monde non juif et du monde juif. Et je dois dire que ça remet évidemment en question quelques vérités, quelques certitudes que moi j'avais sur Israël, sur la société israélienne, parce que quand on est à l'extérieur, on pose un regard qui est toujours en réalité différent, et certaines fois critique. Non pas que d'un coup je deviens le plus grand critique de la société israélienne, non, je l'étais ici déjà, je n'ai pas attendu d'être là-bas pour être critique, mais c'est vrai que quand on est là-bas, quand on entend des discours là-bas, on entend des choses qu'on n'entend pas ici. Mon rôle à moi, bon, je ne suis pas envoyé de l'agent juive, je ne suis pas chalier sur route, mais je suis un chalier de la Torah, et donc en réalité, je ne cache pas ce que la Torah dit, mais évidemment qu'en arrivant là-bas, moi, mon modèle personnel, religieux, rabbinique, c'est un modèle qui est un modèle israélien. C'est un modèle qui puise à cette nouvelle version israélienne d'identité juive, où on est sur le terrain, où on est dans tout le monde de l'action, on n'est pas enfermé dans des chivotes. Donc évidemment, je vois bien que cette voie que j'amène là-bas, ne serait-ce que pour la polémique qu'il y a eu par rapport au propos du Rav Yitzhak Yosef, ou la question de l'enrôlement des Bachorei Shivot, bon, moi, comme on dit en hébreu, Anelmit Balbel. Moi, je me trompe pas là-dessus. Pour moi, il y a quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. On doit partir, tout le monde doit partir se battre. Il n'y a pas de. Mais cette vue-là, par exemple, je me rends compte qu'en dehors d'Israël, eh ben, elle est pas du tout comprise et intégrée, même par les personnes qui viennent dans les synagogues et qui, a priori, connaissent la société israélienne. Il ne faut pas des différences entre les kippot shrugot, entre les kippot shrorot. Il ne faut pas ces différences. Donc, ça, c'est des petites, je dirais, des petits recadrages sociologiques qui sont, a priori, on va dire, uniquement
on va dire, c'est pas important, mais dans le fond, ils amènent à une vision qui est une vision d'un judaïsme qu'on peut appeler israélien si on veut, mais d'un judaïsme d'aujourd'hui. Et ça, pour ça, oui, je sens que la voie que j'amène à Genève est une voie nouvelle dans cette belle communauté. Eh bien, merci beaucoup, Rav Michael Ben Admon, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. On vous laisse repartir aujourd'hui à Genève pour retrouver votre communauté. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite une bonne fête de Yom HaAtzmaut également. Donc, à Genève, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shalom, shalom. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov.